Et salut les rescapés, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. C'est la guerre en ce moment sur les marchés financiers, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse 10 minutes, et la finance mondiale s'écroule, il y a des cracks partout, tout le monde y va de sa petite prédiction catastrophiste. Alors vous avez été très nombreux à m'avoir écrit sur les réseaux sociaux, et je vous remercie, me revoici, me revoilà. On va analyser ensemble ce qui se passe en ce moment sur Crédit Suisse, et on va se poser les bonnes questions. Et cette vidéo va être un exemple parfait de finalement la beauté de l'analyse fondamentale et la supériorité de l'analyse fondamentale sur l'analyse technique. On avait déjà fait une vidéo ensemble sur Crédit Suisse à l'époque, je te la remets ici, elle date du 5 octobre 2022. Il y a quelques mois, on avait donné des scénarios possibles, puisque le but n'est pas non plus de prédire l'avenir, on fait en sorte de prédire un maximum de scénarios qui peuvent plausiblement se passer. Et puis, si on a plutôt raison, on réussit quand même plutôt mieux que si on a méga tort ou si on y va au pif. On va revoir ensemble ce qu'on avait dit, on va analyser ce qui se passe, on va voir que ça match plutôt bien, mais surtout, et c'est le menu du jour, on va se poser les questions de ensuite. Au menu du jour, pourquoi Crédit Suisse est dans la situation où elle se trouve et qu'est-ce que implique le rachat d'UBS ? Est-ce que c'est intéressant pour nous? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut jouer le bottom là-dessus? On va se poser la question de pourquoi les cryptos montent, et est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est corrélé ou pas du tout? Quel est l'impact sur la finance mondiale? On ira jeter un œil du côté des États-Unis, voir ce que fait la Fed. On ira jeter un œil également sur le marché obligataire qui bouge beaucoup, et on comprendra pourquoi ensemble il bouge beaucoup. On va voir finalement comment on peut prédire tout ça, ou en tout cas les scénarios possibles comme je te l'ai expliqué. Et voilà, tout simplement, on va faire un tour d'horizon global de cette crise. Si tu le veux bien, je te replace le contexte. Il y a quelques semaines maintenant, quelques jours et semaines, ça s'étend sur les semaines qui viennent de se passer. On a eu aux États-Unis des petites banques qui ont été en situation de faillite, de pré-faillite, de défaut. Ça a commencé à faire peur à tout le monde, et tout le monde y va de son petit commentaire, et de l'autre côté, on a le Crédit Suisse, qui était déjà en difficulté, c'est pas d'hier, il n'y a pas eu d'effet de contagion entre les deux. Il y a eu un effet de contagion par rapport au taux et par rapport aux façons qu'ont les banques finalement de monétiser ce qu'elles font et de faire de l'argent, on va en parler après, mais il n'y a pas une corrélation immédiate entre les deux événements. C'est juste que Crédit Suisse est en difficulté depuis très longtemps, et l'environnement actuel n'aide pas du tout. Donc c'est un petit peu une lente tombe qui est en train de se faire creuser. Si tu veux bien, jetons un œil déjà à ce qui s'est passé. Alors hier soir, j'ai annoncé, quand j'ai des infos comme ça et qu'il se passe des choses, souvent je publie sur Twitter, si tu me suis pas, tu peux me suivre sur Twitter, j'ai annoncé qu'UBS rachetait le Crédit Suisse pour 2 milliards, parce que tout simplement c'était sorti sur Bloomberg, j'ai les alertes vraiment en premier avec le terminal. Donc il y avait des rumeurs d'insiders qui disaient que UBS allait racheter pour 2 milliards, mais ils étaient en pleine discussion, puisqu'il faut savoir qu'il y avait une discussion finalement tripartite entre le gouvernement suisse et la réserve, la banque centrale, et également, bien sûr, Crédit Suisse, en grande difficulté, et UBS et un certain nombre d'actionnaires. On a fait des offres, UBS a vu finalement la très bonne affaire potentielle arriver, et en effet, on va le voir, c'est une très bonne affaire, de racheter son concurrent Crédit Suisse. Première offre à 1 milliard, refusée. Deuxième offre, c'est la news que j'ai publiée, à 2 milliards, qui avait l'air apparemment d'avoir été acceptée, selon des insiders, mais en plein week-end, ils étaient en train de rusher pour que ça soit réglé avant l'ouverture des marchés. Et il faut savoir que c'est d'ailleurs une constante, ça a été la même chose pendant la crise des subprimes, quand il y a eu des suspensions, etc. Quand il y a des choses extrêmement importantes et des annonces extrêmement graves, entre guillemets, ou en tout cas impactantes qui se passent sur le marché, tu remarqueras qu'elles sont souvent, quasiment toujours, faites juste avant le week-end. C'est pas pour rien que Crédit Suisse a réémergé en fin de semaine. Ça permet à ce que le marché ferme le vendredi, tout le week-end, les différents protagonistes négocient, tentent d'obtenir un accord, la Banque centrale met son nez, les différents gouvernements, etc., ce qui fait que les marchés sont fermés, donc il n'y a pas de mouvement erratique, et il n'y a pas de contagion possible, voire même de personnes qui décideraient de paniquer, de retirer leur argent, etc. Et on fait en sorte d'arriver à un consensus, ou en tout cas le plus précis possible, avant l'ouverture des marchés le lundi. C'est pour ça qu'hier soir, ils ont fait fuiter, c'est pas involontaire cette fuite, qu'ils s'étaient mis d'accord sur 2 milliards. Et puis finalement, on voit ce matin que, j'imagine que les discussions n'étaient pas finies,
ils se sont mis d'accord sur 3 milliards. Donc, ce qui se passe, c'est que UBS va racheter, vraisemblablement, très probablement, son candidat, son concurrent, le candidat vendeur et son concurrent Crédit Suisse pour, non pas 2, mais 3 milliards. Toujours est-il que c'est une très bonne affaire. Et posons-nous déjà la question de pourquoi. Alors, on va pas se retaper l'entièreté de la vidéo de la dernière fois. Elle est là-haut dans le i, elle est également dans les notes de l'épisode. Tu pourras la regarder si tu souhaites finalement y voir plus clair précisément sur la situation de Crédit Suisse à ce moment-là, et puis la situation dans les mois suivants qui a finalement continué à empirer. Mais je voudrais quand même juste repasser quelques extraits, notamment sur les risques évolutifs. On avait figé une situation de Crédit Suisse à l'époque, où on voyait que la banque était bien capitalisée, qu'elle truquait un petit peu ses chiffres, alors qu'elle truquait légalement ses chiffres, hein, comme toutes le font finalement, mais il faut savoir les lire correctement. Donc on les avait lus correctement. On s'était rendu compte que la situation était très bancale et qu'il allait se passer des trucs ensuite. Et ces trucs ensuite, on a été capable également de les imaginer assez facilement. Première chose, c'était ça. Et le risque suivant, ça va être le hausse des coûts de la dette. Ce qui fait que ça pose des problèmes de refinancement. On doit se refinancer. On va se refinancer, on doit peut-être restructurer, on doit peut-être lever plus d'argent. Aujourd'hui, les taux montent et ils se répercutent sur absolument tout, donc la dette est plus chère. Donc en effet, ça fait que ça peut peser encore plus sur les résultats. Et il y a une chose à comprendre qui est commune à toutes les banques, c'est qu'une grande partie de leur volume finalement financier est fait sur les prêts. Okay, sauf que ce qui se passe, c'est que quand une banque prête, admettons qu'elle prête sur 20 ans, hop, on va faire un petit Picasso. La banque prête sur 20 ans, mais elle emprunte à court terme. Elle va emprunter sur du court terme, allez, on va dire jusqu'à 2 ans maximum. 2 ans et moins, d'accord? Donc l'argent de la banque provient de 2 ans et moins, en termes d'emprunt, et elle prête sur 20 ans et plus. Et ça marche très bien dans une situation normale. Pourquoi? Parce que la courbe des taux, normalement, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand on emprunte de l'argent sur 2 ans, on paye moins d'intérêt que quand on emprunte de l'argent sur 20 ans. Donc, si la banque emprunte de l'argent à ce taux-là et qu'elle prête de l'argent à ce taux-là, elle empoche la différence. Sauf qu'actuellement, elle est comment la courbe des taux? Elle est inversée, comme ça. Et on l'a vu déjà plusieurs fois en vidéo et on va le revoir juste après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une anomalie sur le marché, et c'est bien une anomalie, c'est pas une courbe des taux normale, mais elle est présente pour plein d'autres raisons, et notamment les hausses de taux que le marché anticipe de redescendre plus tard, une possible récession, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la banque, elle emprunte toujours ici, et elle prête toujours là, en moyenne, elle emprunte plus cher que ce qu'elle prête. Donc, sur chaque prêt, elle perd de l'argent. Ou si elle arrive à ne pas trop en perdre, elle en perd finalement parce que elle rentre pas. Déjà que ça faut faire beaucoup de volume, parce que les écarts de taux sont pas très importants. Donc on parle de milliards, de dizaines, de centaines de milliards de volume pour réussir à extraire de la performance qui fait du sens au niveau du bilan d'une banque. Là, c'est l'inverse. Mais elle ne peut pas non plus fermer le robinet de l'emprunt parce qu'il y a des pressions de la part tout simplement des clients, il y a de la concurrence, et puis également de la part des banques centrales, des États, etc., qui de l'autre côté libèrent de l'argent à mettre dans le système pour financer le système, parce que si demain les banques arrêtent de prêter, le système s'arrête tout simplement et l'économie s'arrête. Donc les banques doivent continuer à prêter, mais elles sont bien sûr beaucoup moins incentivées à prêter. C'est aussi pour ça que le robinet du crédit se ferme un petit peu plus en ce moment. Toujours est-il que, on comprend très bien que ça, c'est pas du tout une situation d'avenir pour les banques. Donc, elles serrent les fesses, elles payent plus cher, elles, leurs propres dettes, elles gagnent moins sur leurs investissements. Le système, si tu veux, il est un petit peu, dans ce contexte de hausse de taux et de courbe inversée, c'est comme si tu prenais une chaîne de vélo qui est bien graissée, ça tourne nickel, et une chaîne de vélo où il y a du sable dedans. C'est compliqué, tu vois. Et plus on avance, et plus ça s'use rapidement. Et au bout d'un moment, pour certaines banques qui font un petit peu n'importe quoi, et notamment les 3 banques américaines dont on a parlé en début de vidéo, qui étaient un petit peu surexposées au niveau de leurs dettes, et qui étaient compris tout simplement, pour vulgariser, trop de risques sur les marchés, elles se font rattraper par tout un tas de facteurs, et notamment les gens qui veulent sortir, elles n'ont pas la liquidité, donc il faut qu'elles vendent des actifs, mais si elles vendent des actifs, les actifs baissent, et si beaucoup de banques vendent beaucoup d'actifs, les actifs baissent, donc elles doivent vendre encore plus pour honorer leur appel de marge, et patatras, tout s'effondre, et au bout d'un moment, appel de marge, on n'a plus assez dans les coffres pour rembourser les gens. On a assez investi sur les marchés, etc., mais tout ça est à risque, dans un contexte de taux qui ne fonctionne pas, et on ne peut plus rembourser les gens. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait un petit peu le château de cartes. Maintenant,
qu'on a compris globalement les grands facteurs. Je te renvoie encore une fois à la vidéo sur UBS, la vidéo sur Crédit Suisse, pardon, complète pour comprendre les facteurs plus en détail. Toujours est-il qu'on a la big picture, on a la photo de ce qui se passe. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'on avait vue ensemble, et là qui est importante à comprendre, et je prends l'exemple de Crédit Suisse volontairement, mais finalement, il va s'appliquer à plein de situations d'investissement. On est un petit peu sur un cas pratique là dans ce qu'on est en train de faire. Voilà ce qu'on disait, pareil, dans la précédente vidéo, au niveau du plan de la direction. C'est-à-dire qu'on était il y a 5 mois en arrière, on se posait la question, est-ce qu'on va faire faillite ou pas? Très vite, on a balayé de la main le risque de faillite, puisque pour une banque d'une telle taille, elle sera sauvegardée quoi qu'il arrive, mais toujours est-il qu'il faut un plan pour la sauvegarder. À mon avis, ce qui va se passer, on le saura en fin de mois, c'est qu'ils vont faire une augmentation de capital. Donc en effet, ils vont diluer les actionnaires. Ils vont demander aux actionnaires, et notamment aux institutionnels, de reposer un petit peu plus d'argent pour recapitaliser encore plus la banque et être capable de redéployer des opérations. À mon avis, ça va passer par une levée de fonds, plutôt par une augmentation de capital, voire peut-être des bonds, peut-être un mix des deux. Et figure-toi que c'est exactement ce qui s'est passé. On va aller un petit peu sur le terminal ici, on va aller jeter un œil au Crédit Suisse, que voici, que voilà. Donc les prix, depuis octobre, hein, donc quand on a fait la vidéo, on était quelque part par là, ça a continué à baisser. Et on voit que la ligne orange ici, qui est le nombre d'actions en circulation, a explosé. Okay, on est passé de 2 milliards 800 000 à peu près à 4 milliards d'actions. Donc on a presque doublé le nombre d'actions en circulation, donc on a fait des augmentations de capital et on a fait du dilutif tout simplement, ça veut dire qu'on a dilué les actionnaires et pour lever plus d'argent, ok. Ce qui se passe, c'est que certes, c'est cool parce que momentanément, en tout cas dans ce cas-là, oui, on lève plus d'argent et donc on a une chance de se sauver, mais par contre, on est tout simplement en train de diviser la valeur de l'action. Et on voit que l'effet n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on met plus d'actions en circulation, c'est pas le lendemain que le stock se pète la gueule. Parce qu'il y a quand même des actionnaires et puis il y a l'offre et la demande qui fait le prix. C'est pas mécanique. Par contre, en effet, et ce qu'on oublie toujours, et ce qu'on disait à l'époque de cette vidéo, c'est attention. Parce que pour les gens qui veulent jouer le rebond, parce qu'il y a toujours des gens, tu sais, qui font ça, qui regardent sur une période un peu plus longue, voilà, on va se mettre sur 3 ans, et qui disent « Waouh, regarde, à l'époque, on était à 12 € sur Crédit Suisse. Donc là, on n'est plus qu'à, et à l'époque, on était quelque part par là, on n'est plus qu'à 3 ou 4. Donc si jamais on remontait à 12, ouah, ça serait magnifique. Donc prenons c'est descendu trop bas. Prenons le trade, investissons. Et on oublie juste qu'on a doublé le nombre d'actions. Donc si on double le nombre d'actions, forcément, on vient diluer beaucoup plus les éventuels bénéfices, l'éventuelle performance, les earnings par action, tout simplement. Donc on vient changer le modèle de valorisation de l'entreprise. Et le marché va plus valoriser l'entreprise de la même façon avec 2 fois plus d'actions en circulation. C'est comme un gâteau, tu vois. Il y a beaucoup plus de parts à se partager du même gâteau. Tu vois, le gâteau, c'est l'argent que fait l'entreprise, c'est le même. Voire même un peu moins d'argent. Sauf qu'au lieu de couper en 2 milliards de parts, on doit couper en 4 milliards de parts. Donc forcément, les parts sont beaucoup plus petites, donc forcément, le prix de l'action baisse. Pas immédiatement, pas mécaniquement, mais ça, le marché le sait. Et en tout cas, les acteurs sérieux sur le marché le savent. Donc, il n'y a que les retail ou un petit peu les gens qui sont un petit peu, on va dire, novices en bourse et qui investissent au logo ou à l'analyse technique ou en mode « Ah, c'est descendu trop bas, donc ça ne peut que remonter », qui vont se faire avoir. Donc, n'oubliez pas d'afficher sur vos graphes et de vérifier le nombre d'actions en circulation ou le market cap, tout simplement, parce que forcément, si on vient diluer, ça va être beaucoup plus dur de remonter. Je te dis que c'est pas demain qu'on va revoir 12 € sur le Crédit Suisse. Première chose. Deuxième chose, la dette, que j'ai affichée avec la ligne violette ici. Et on l'a dit dans la vidéo, on va soit émettre plus de dettes, soit diluer les actionnaires et faire des augmentations de capital, soit peut-être un mix des deux. Bah oui, ils ont complètement fait un mix des deux, et on le voit juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, on vient d'exploser. Enfin, on a explosé sur début 2023 le niveau de dette de l'entreprise. Donc tout ça n'aide pas. Donc ça n'a pas été une explosion, comme veulent bien nous le faire croire, comme à chaque fois les médias traditionnels, de on n'a rien vu venir, etc. C'est une lente descente aux enfers de plusieurs trimestres, plusieurs années. Okay, maintenant qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais la question c'est de se dire, est-ce que on a fait les choses correctement? Oui, puisqu'à l'époque, on avait dit
N'investissez pas, n'investissons pas là-dessus. C'est pas parce que ça a baissé que ça ne peut pas plus baisser. Je me rappelle qu'à l'époque, on était à 4 et le discours c'était de dire que ça pouvait très bien aller à 2. Bah, on est allé à 2 jusqu'à hier. Et là, on a ouvert ce matin à 0,74. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert à 0,74 ? Parce que l'offre de rachat d'UBS, qui se situe aux alentours de 3 milliards, alors je sais pas là, vu que je suis en train de tourner la vidéo, quelles sont les dernières discussions. Toujours est-il que le marché, ce qu'il a fait, c'est très simple. Hein. Il a pris la rumeur ou la confirmation la plus prégnante de rachat, donc aux alentours de 3 milliards, disons, sauf s'il s'est passé quelque chose depuis les dernières 30 minutes, mais à la vitesse où ça va sur le marché maintenant, on ne peut jamais rien dire. Et il a tout simplement appliqué la valorisation. Donc 0,74 en termes de market cap, faut voir ce que ça donne, est-ce qu'on l'a ici ? Ouais, voilà, 2,9 milliards. Donc tu vois, le marché a ouvert et a appliqué, et c'est très normal, la nouvelle valo. C'est-à-dire que le marché, et attention, hein, quand j'entends le marché, souvent, pareil, les néophytes, quand on dit le marché, ils ont l'impression qu'il y a un organe de contrôle, etc. Non, non, le marché, c'est la somme des acteurs qui fait le marché, ok ? C'est la somme des gens, des institutionnels, des particuliers, etc., des professionnels qui font le marché. Mais ces gens-là savent, ok ? Le but d'un trader ou d'un investisseur, et notamment plus d'un trader, c'est d'anticiper ça, ok ? C'est de prédire ça. Là, maintenant, on le sait. Donc, c'est pas le moment de rentrer, sortir, paniquer, etc. On le sait, 3 milliards. Donc, voilà, le marché a appliqué 3 milliards, avec même une petite décote. Donc, on voit la vitesse où ça bouge. Donc, encore une fois, et comme à l'époque, rentrer maintenant en partant du principe que ça va remonter, en fait, il y a 580 000 autres trades qui sont peut-être plus intelligents. Là, tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est fournir la liquidité de sortie aux gens qui, correctement, l'ont pris ce trade, mais avant. Et là, on est juste en train de courir après les news, de courir après le bruit, de courir après le marché, comme un investisseur vraiment débutant, et ça ne fonctionne jamais. Donc, je casse le suspense de fin de vidéo, mais je te rassure, on a plein d'autres choses à voir ensemble. Pour moi, ça sert absolument à rien de tenter de prendre ce trade. Je vois pas qu'est-ce qui peut se passer de bien, en fait. Ouais, sur un malentendu avec la volate, il est possible que ça se passe bien, mais alors à ce moment-là, autant aller au casino et faire rouge ou noir, parce que globalement, on est sur un 50%, en plus les frais vont être élevés. Je sais pas si ça a été suspendu ou pas en short selling actuellement, mais il y a des chances que ça soit suspendu. Il y a des chances que le cours lui-même soit suspendu si c'est trop volatile. Les différents brokers, que ça soit sur les produits dérivés ou sur les CFD ou même sur les actions d'ailleurs, s'il y a une volatilité trop importante, vont augmenter les frais, vont augmenter les spreads, etc. Donc en fait, on n'est vraiment pas du tout en train de mettre les chances de notre côté, c'est même pas un 50-50 d'ailleurs, c'est beaucoup moins que ça, avec l'effet des frais, des spreads, etc. qui vont augmenter. Et de la volatilité implicite qui doit être au plafond. Donc pour moi, vraiment, il ne faut pas toucher à ça, ni aujourd'hui, ni hier. C'est vraiment pas la bonne façon de faire. Ok, on a vu ce qui se passe sur Crédit Suisse UBS. UBS Crédit Suisse UBS, maintenant finalement ça va être la même boîte. Il y a des choses qui vont se passer, on fera le suivi. Il est évident que c'est pas demain que la fusion va se faire, enfin on ne sait pas à quelle vitesse d'ailleurs ça va se faire, vu que quand même la Banque Centrale Suisse a mis la main dans le cambouis, puisque je rappelle qu'on est sur une banque systémique. Okay, les banques systémiques sont des banques qui sont trop grosses pour faire faillite, donc quoi qu'il arrive, on va les sauver. C'est aussi pour ça que les différentes banques centrales mettent leur nez à l'intérieur. Maintenant, il y a quand même un dernier truc que je voulais te montrer, et encore une fois, pour mettre de l'eau au moulin sur l'analyse fondamentale par rapport à l'analyse technique, c'est que finalement, le rachat par UBS, on l'avait prédit. On l'avait prédit. C'était un des scénarios les plus plausibles. Et je te remets l'extrait ici. Moi, j'identifie là 2 outliers qui sont capables de racheter dans la thèse du rachat. Le Qatar, ici, qui monte au capital, qui a 5% du capital et qui monte au capital depuis les années troubles dont on a parlé, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ils font que monter au capital. Et le concurrent, UBS ici, 2% du capital, et pareil, ils font que monter au capital depuis des années, et ça ferait vraiment du sens pour UBS de profiter de la faiblesse de son concurrent pour le racheter. Ils font que monter au capital également. Et surtout, UBS, est-ce que je l'ai quelque part ? Oui, voilà. Là, très rapidement, les chiffres d'UBS, ça chie de l'argent. Tu vois, je veux dire,
Net income, là, sur 12 mois glissants, 9 milliards quasiment. Et c'est UBS qui est vraiment gagnant dans cette histoire d'avoir racheté un concurrent, donc plus de place pour lui, récupérer bien sûr absolument tout, les actifs, les clients, etc., pour une fraction du prix, parce qu'il a tapé au bon moment, au bon endroit. Et c'était finalement prédictible, ou en tout cas, on avait beaucoup d'indices qui nous permettaient de le savoir. D'ailleurs, si tu veux apprendre à faire ça, si tu veux apprendre à analyser correctement, comme je le fais sur les points de marché, et la méthodologie que j'utilise sur les points de marché, parce que moi j'arrive souvent avec un résumé sur ces points de marché, mais pour apprendre cette méthodologie, etc., elle est accessible. Tu l'as dans notre groupe Money Game, je te le mets là, je te le mets en dessous un petit peu partout, sur moneygame.fr, tu as la description. C'est un groupe privé où chacun des différents protagonistes, et notamment les associés Green Bull et également des investisseurs et des gens qui ont du succès dans ce groupe-là, on partage notre ressenti, nos analyses, etc. Tu es un petit peu derrière le rideau. Et ce qui se passe également là-bas, c'est que je mets en place des sessions d'analyse, de briefing, de débriefing des marchés financiers et tu vas pouvoir te former à finalement cette méthodologie, qui est une méthodologie beaucoup plus inspirée de ce que font les professionnels et pas de ce que font le tout venant avec les traits magiques. Oui, c'est sexy sur le papier de dire il suffit de tracer 3 traits sur un graphique et tu deviens le meilleur trader du monde. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est sexy, c'est que c'est simple. Et si c'est simple, c'est fait pour être sexy en fait. Mais c'est pas fait pour fonctionner. L'analyse technique, graphique fonctionne dans certains cas extrêmement précis, notamment sur des décisions d'entrée et sur de l'exécution, mais pas du tout sur de l'analyse, et encore moins sur de la prédiction de news macro comme celle-là. Le seul moyen de prédire, ou en tout cas de se préparer et d'être capable du coup de prendre les actions, parce que c'est pas juste de dire « Ah tiens, il peut se passer ça », c'est de prendre les actions, les différents trades pour les traders ou les investissements pour les investisseurs plus long terme, qui permettent d'appliquer cette vision. Okay, première étape, analyser, avoir une vision. Deuxième étape, mettre en place, finalement, faire pivoter son portefeuille ou ses investissements pour être capable de profiter si ça se passe. Okay, petite parenthèse, tu jetteras un œil à Money Game et tu peux nous rejoindre et tu verras, le prix est dérisoire pour être dans un groupe qui se tire vers le haut. Et vraiment, c'est notre offre la plus folle, je pense. Bon, maintenant, posons-nous la question de ce qui va se passer ensuite. Et notamment une question qui est quand même relativement intéressante, c'est ce qui se passe sur le reste des marchés. Et on retourne sur le terminal. Ok, alors 2 choses à voir. Première chose, crypto et or. Donc les cryptos, ligne blanche, bleue, or, couleur or. Ça c'est facile. On voit que depuis là très récemment, et depuis finalement la première semaine du mois de mars, la fin de première semaine du mois de mars, on a une explosion du Bitcoin et du reste des cryptos qui repart à la hausse très fortement. Et on a aussi également une explosion de l'or. Alors pourquoi ? Et est-ce que ça va continuer ? Alors pourquoi déjà ? Première chose, parce que très simplement, les investisseurs, les différents investisseurs, et quand je dis les investisseurs, le marché, encore une fois, la plus grande masse de l'argent, cherchent en ce moment, dans un climat d'incertitude où finalement, ce qui fait tenir un système financier et monétaire, c'est la confiance, ok ? Je rappelle que les banques centrales gèrent l'argent, ok ? Gèrent la création et la destruction, et pas que, et aussi la liquidité et comment l'argent est utilisé dans le système, ok ? Mais tout ça, c'est une convention. C'est-à-dire que si on décide de faire confiance que $1 est $1 ou €1 est €, c'est juste une convention sociale. C'est un bout de papier, le truc, ok ? Donc oui, il y a des institutions, des gouvernements, etc., qui viennent baquer les choses, qui viennent mettre des garanties, et à qui tout le monde fait confiance, donc il y a une valeur, mais il n'y a aucune valeur dans l'argent, ok ? On est sur une convention sociale. Ce système fonctionne très bien, mais il fonctionne que si les gens font confiance à ce système. À partir du moment où la majorité arrête d'avoir confiance dans ce système, le système peut s'effondrer. Alors on est très loin de ça, même si les catastrophistes sont toujours en train de dire « Oh là là, tout va s'effondrer, l'hyperinflation, le Bitcoin, c'est le futur ». En réalité, on est extrêmement loin d'un niveau de confiance qui menacerait le système de s'effondrer. Par contre, en effet, quand il y a de l'incertitude et qu'il y a la confiance qui vacille, ce qu'on voit à chaque fois, c'est que les investisseurs et le marché va se réfugier dans ce qu'ils considèrent moins risqué ou refuge. On a eu l'or depuis toujours. On a de plus en plus les cryptos et le Bitcoin qu'on va considérer de plus en plus comme
une espèce d'or digital, parce que ça permet une certaine rapidité de transaction et également une certaine flexibilité. On a également les obligations, qui sont considérées, et notamment aux États-Unis, de la même manière que de la monnaie, de l'argent, ok. Pour la banque centrale, quand tu es une banque, par exemple aux États-Unis, quand tu es une banque pas centrale, ok, que tu détiens des obligations, tu peux échanger ces obligations un pour un contre du cash auprès de la banque centrale. La banque centrale américaine considère les obligations, notamment les obligations d'État, comme du cash. C'est la même chose. C'est cash, obligation, même chose. $1 d'obligation, c'est la même chose, ok. Donc ce qui se passe, c'est que on a finalement le marché qui se réfugie de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors je t'ai réaffiché la courbe des taux, je la réexplique pas en entier à chaque fois. Pareil, hein, ça sera plus dans les divers analyses, programmes de formation que je peux faire notamment dans Money Game. Mais très rapidement, ce qu'on voit ici, donc en pointillé, c'était il y a un mois, en cacadois, c'était il y a une semaine, là c'est aujourd'hui. On voit que les taux obligataires baissent. Pourquoi? Parce que les gens sont actuellement, le marché est en train de se ruer de plus en plus sur les obligations, comme le gold, comme le bitcoin, parce que c'est une valeur refuge. Et donc, on a une demande qui est importante. Les prix augmentent, les rendements baissent. Première chose intéressante. Et là, il faut comprendre que la magnitude de ce qu'on est en train d'observer, ça moins 80 points de base sur le 2 ans, c'est un mouvement historique sur les obligations. C'est pas un petit mouvement. Une obligation qui bouge, une obligation d'État américaine qui bouge de 80 points de base, c'est genre cataclysmique. Cataclysmique, je pèse mes mots, mais c'est genre violent. Là, je t'ai affiché en blanc le Move Index. Le Move, ok, c'est le VIX des obligations, ok. D'ailleurs, le VIX est en bleu, ok. Le VIX et le Move. Le Move, c'est le VIX des obligations. On est à un niveau historiquement haut, on est plus haut que pendant le coronavirus. Et c'est marrant parce qu'il y a une inversion qui se passe. C'est-à-dire que Move et VIX ont tous les deux piqué pendant le coronavirus. Le VIX a explosé beaucoup plus que le Move. Là, c'est l'inverse. Le VIX fait un pic qui est quand même important. Hein. Il n'a pas l'air graphiquement, mais il est quand même important. Par contre, sur le Move, genre, le pic est extrêmement violent. Pourquoi? Parce que on est en pleine crise bancaire. Qui dit crise bancaire dit crise monétaire potentiellement, crise de la dette. Et les obligations sont bien plus impactées, et notamment, on a des peut-être soucis de peut-être défauts, qui a priori vont être comblés par UBS, mais avant le rachat d'UBS, on avait des peut-être défauts sur Crédit Suisse. On avait également des peut-être défauts sur certaines banques américaines. Donc, ça crée beaucoup de volatilité sur les obligations, et donc ça crée beaucoup de volatilité, et donc ce pic sur le Move. Bon, ça c'est juste pour avoir la big picture, pour se rendre compte que ce qui se passe actuellement, c'est important. Cette courbe des taux, donc, elle nous dit deux choses. La première, c'est que les investisseurs, là, sont en train de se réfugier dans le sans risque, sont en train de se réfugier dans les valeurs refuges. Donc, il est possible que on ait une rotation sectorielle qui se fasse du risk on vers le risk off de plus en plus. Première chose. Et c'est marrant parce que les cryptos se finalement comportent plus comme du risk-off actuellement, alors que des fois elles se comportent comme du risk-on. Les cryptos, elles ont leur propre cycle et leur propre rotation, et c'est aussi pour ça qu'elles sont difficiles à appréhender. Donc ça, c'est pour le premier élément. Et le deuxième élément que nous raconte cette courbe, c'est que le marché voit et price des baisses de taux de la Fed rapidement. Beaucoup plus rapidement que ne serait-ce que la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, le marché estimait à peu près que dans un an, entre 6 mois et 1 an, les taux allaient baisser. Maintenant, on est à 4-6 mois. On voit que la courbe s'inverse plus tôt. Si la courbe s'inverse plus tôt, c'est que le marché part du principe qu'on va baisser les taux plus tôt. Et là, on le voit ici d'une autre façon. Le marché part du principe qu'on va avoir une baisse de taux, là, imminente. Que la Fed va partir du principe qu'il faut sauver l'économie, qu'il faut sauver les marchés. Si on remonte il y a 1 mois, on voit que le marché priceait ça beaucoup plus tard. Voilà, on ressemblait plus à quelque chose comme ça, avec des hausses qui devaient se poursuivre jusqu'en milieu d'année, voire même si on remonte encore plus tôt, des hausses qui devaient se poursuivre jusqu'en fin d'année, avant un retournement. Là, il y a eu un changement drastique sur le marché ces derniers jours, même pas semaines, ces derniers jours. Ok ? Tu vois, le changement... Tac, je reviens sur actuellement ce que price le marché, blam. Ce que price le marché là maintenant, c'est ok, la Fed va paniquer. Et c'est là-dessus qu'on va venir maintenant. C'est-à-dire que, est-ce que la Fed va paniquer? Il y a un petit peu 3 scénarios. Le scénario 1, tiens, faisons des dessins.
Le scénario 1, et c'est un petit peu le scénario que va défendre peut-être plus le tout venant, qui a peut-être une vision pas complète sur le rôle des banques centrales, mais qui a un scénario qui quand même s'entend. C'est-à-dire que tout de suite, on va dire baisse. Là, maintenant, cette semaine. Genre baisse panique, ok ? Baisse / peur, fear. Et cette thèse-là défend que ce qui est en train de se passer est tellement important et met en danger tellement le système bancaire et monétaire mondial à la façon finalement de la grande crise monétaire / subprime. Donc, scénario 1, la Fed va baisser en panique. Donc, prochaine réunion cette semaine, là, fin de semaine, et on en parlera sur cette chaîne. On part du principe que Jérôme va nous dire, les gars, là, c'est trop critique ce qui se passe, on baisse les taux, quantitative easing, c'est reparti, c'est la fête du slip. Scénario 1. Scénario 2, gel des hausses. C'est-à-dire que là, on avait pricé aux dernières nouvelles 0,25 ou 0,50 points de base, enfin 25 ou 50 points de base, donc 0,25 ou 0,50%. Scénario 2, gel. On touche plus à rien. Jérôme nous dit, les gars, on a réfléchi, là, les choses s'emballent un petit peu trop, on va pas bouger. On va pas baisser, mais on va pas bouger. Et scénario 3, c'est finalement, même joueur joue encore, on continue, et on augmente ce qui était prévu, donc peut-être un 25 points de base, ou peut-être un 50 points de base, avec quand même plus de possibilités autour du 25 points de base et un consensus plus important autour du 25 points de base. Maintenant, c'est très bien de connaître ces trois scénarios, mais le but du jeu, c'est pas de dire « Ah, la Fed va faire ça. Ah, et puis après, bah, j'ai raison, ah, j'ai gagné. » Ah non. Le but du jeu, c'est de savoir ce qui va se passer dans un cas comme dans l'autre. Parce que globalement, moi, je suis pas dans les chaussures de Jérôme, je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas à quel point ce qu'on ne sait pas, parce qu'il faut pas croire que on sait tout, tu vois. Ce que dit la presse grand public, c'est old news, c'est de la vieille info, elle sert à rien, elle est achetée à la poubelle, c'est du bruit, ça sert plus à rien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans le futur. Donc, j'aime bien réfléchir à ça à l'inverse. De pas me dire, tiens, je vais anticiper ce qu'ils vont dire, et puis bah tiens, 2, ah, j'avais eu raison. Je préfère dire, ok, s'il se passe 1, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? S'il se passe 2, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? S'il se passe 3, pardon, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. On part du principe que, ok, on est dans un moment, on pose là, et on va analyser. S'il se passe 1, vraiment, j'ai pas envie qu'il se passe 1. Parce que s'il se passe 1 et qu'il baisse en panique, ça pue le caca. Ça pue le caca, ça veut dire que la crise est une vraie crise, ça veut dire que les gens qui crient au catastrophisme ont, alors pas forcément raison, parce que je vois tellement d'énormités, mais en tout cas qu'il y a un vrai problème potentiel de liquidité bancaire et de dette, qui fait que la Fed se voit contrainte de baisser, alors que dans ses missions, il n'y a aucune raison de baisser maintenant. L'inflation est encore haute, le chômage est encore bas, donc il n'y a aucune raison objective de baisser. Quand on voit les derniers chiffres, les CPI, etc., oui, il y a des données qui commencent à être encourageantes, oui, on voit des pics, hein, on commence à avoir de l'efficacité, mais il n'y a aucune raison objective de baisser. Donc si elle baisse, là, de façon même pas importante, hein, même moins 0,25. Alors à mon avis, ça sera plus noir ou blanc. Hein. Si elle baisse, ça risque de taper. Parce qu'envoyer un 0,25 au marché, je vois pas pourquoi. Si elle baisse, je vois les choses polarisées par contre. C'est-à-dire, soit je baisse un grand coup, et je dis ok les gars, vous inquiétez pas, on va vous sauver, ou soit je fais un autre scénario. Mais bref, pour moi la baisse, ça pue le caca. Et ce qu'on va potentiellement voir, c'est le marché qui se dit, et un rebond temporaire en disant « Ouais, ça y est, la Fed baisse les taux, c'est reparti, bull market to the moon ». Sauf que si elle baisse, ça veut dire que l'économie est déstabilisée à un niveau extrêmement important, en tout cas beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et donc, oui, peut-être rebond localisé, mais ça veut dire que ça pue vraiment le caca pour les mois à venir, voire les années à venir. Donc, la baisse, pour moi, c'est le scénario le plus dangereux, le plus mauvais et celui que j'ai vraiment pas envie de voir arriver. D'ailleurs, si il baisse les taux, je pense que je ferai carrément une vidéo immédiate ou un live pour voir ce qui se passe. Deuxième possibilité, le gel. On fait plus rien. Jérôme dit ok les gars, je vous ai entendu, il se passe des choses et
On va arrêter de monter. On va prendre une pause. Ok ? Et d'ailleurs, je pense que s'il fait ça, c'est le terme qu'ils vont utiliser. Nous allons faire une pause dans la hausse. C'est pas on va arrêter, c'est on va poser notre hausse. Parce que blablabla, les datas font que l'inflation, etc. Ça envoie un signal assez mixte. C'est-à-dire que d'un côté, on n'a pas atteint les objectifs, et puis on a eu un discours quand même qui appuie le fait qu'on n'a pas atteint les objectifs depuis plusieurs semaines, et là, d'un seul coup, on fait une pause parce qu'on a peur de ce qui peut se passer. On n'est toujours pas dans un scénario optimal pour moi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a de l'incertitude même au niveau de la Fed. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne prennent pas la décision entre on baisse ou on continue à monter comme c'était prévu. On fait une pause, on souffle. Si ce scénario-là arrive, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. Je pense que le marché ne va pas savoir où aller. Je pense que ça envoie un signal très mixé et très mauvais au marché. Et ça montre finalement une grande incertitude, donc la baisse de la confiance dans le système, et ça montre finalement, non pas de la panique, mais le fait que ils sont un peu dépassés. Donc, on verra si ça arrive, et il faudra analyser tout ce qui se passe après. Ce sera le début, ce sera un premier événement avant autre chose. Je ne pense pas qu'il va se passer ça, mais je peux me tromper. Et s'il se passe ça, il faudra tout simplement, les cartes seront rebattues, et ça ne voudra rien dire dans l'immédiat. Il faudra vraiment analyser ce que fait le marché, ce que font les bonds, ce que font le marché actions, ce que font les différents marchés autour du monde, ce que vont faire notamment les financières, etc., pour être capable d'y voir clair. S'il y a un gel, ça sera vraiment très confusant. Troisième scénario, on continue de monter. Et le discours serait, ok, les gars, oui, il se passe un truc au niveau bancaire, oui, il se passe un truc au niveau financier, oui, UBS, oui, les banques, Silvergate, SVB, etc. Mais tout ça est sous contrôle, vous inquiétez pas. D'un autre côté, l'inflation est toujours haute, le chômage est toujours bas, les datas n'ont pas changé, on continue d'augmenter. Et je pense que c'est le meilleur scénario, ou en tout cas, non pas le meilleur forcément scénario pour l'économie, hein. J'ai pas toutes les données dont la Fed dispose, mais en tout cas, le meilleur signal à envoyer au marché. À dire les gars, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on continue d'augmenter, 0,25 points de base parce qu'on n'abuse pas, mais tout est sous contrôle. Et pour moi, ça c'est le scénario le plus plausible, je suis absolument pas certain qu'il arrive, et on pourra rebattre les cartes, mais peut-être le scénario le plus plausible par rapport aux signaux qui ont été envoyés au marché par la Fed, et également par ce qu'a mis en place la Fed suite à ces crises bancaires, parce que quand même ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe deux choses là aux États-Unis. Le premier, c'est le FDIC, ok ? Federal Deposit Insurance Corporation, et deuxième chose c'est le BTFP, alors ils adorent toujours mettre des acronymes pour que les gens ne comprennent rien globalement, qui est le Bank Term Funding Program. Ces deux choses c'est quoi ? Globalement, je vais te le résumer très simple, c'est du quantitative easing déguisé, ok ? C'est-à-dire que là, ce qu'on permet aux banques, c'est d'emprunter de façon très simple, comme je l'ai dit avant, 1 pour 1 au niveau des bonds, on leur rouvre beaucoup plus l'accès à la liquidité, et on vient assurer également les dépôts des consommateurs, des clients. Pour deux raisons. Si on vient rassurer les clients, forcément, ils ne se barrent pas avec l'argent, parce que le fait qu'ils se barrent avec l'argent, et qu'il y ait un fameux bank run, c'est ça qui déstabilise les banques, parce que quand Madame Chombier, monsieur et Madame Chombier arrivent à la banque et disent je voudrais récupérer 150 000 $, si la banque elle n'a pas 150 000 $ dans les caisses, il faut tout simplement qu'elle vende des actifs pour 150 000 $. Mais quand elle ne peut plus vendre des actifs pour 150 000 $ parce que le marché se pète trop la gueule, ou parce qu'il y a un appel de marge de l'autre côté, ou parce que tout ça est en train finalement de faire boule de neige, c'est là que la banque est en défaut. Donc première chose, on vient assurer et rassurer monsieur et madame tout le monde, et également les entreprises. Et deuxième chose, on permet aux banques, aux institutions, d'emprunter. Et en plus, ils ont mis des trucs un petit peu malins, c'est-à-dire qu'on a facilité l'accès aux emprunts, on a augmenté les plafonds, et également, c'est fait de façon anonyme. Ce qui fait que, par exemple, si demain JP Morgan arrive et emprunte 50 milliards, pour raison X ou Y, parce qu'elle se porte mal ou parce qu'elle veut améliorer son bilan, le marché ne va pas le savoir, et donc on enlève la possibilité de panique. Okay, mais globalement, tout ça, c'est du QE déguisé, qui s'appelle pas QE. Mais ok, pourquoi pas, tu vois ? C'est-à-dire que ça n'est pas incompatible avec des conditions financières qui continuent de se resserrer et des taux qui augmentent. Même si, quand il va falloir déboucler tout ça, il va falloir se poser des questions. Donc il y a deux
il y a deux issues, mais là, c'est des issues très long terme. Hein. On n'est même pas capable de le savoir aujourd'hui, mais on suivra. C'est OK, ça se passe bien, ou on est en train de mettre encore plus de vapeur dans la cocotte, et quand ça va péter, ça pètera plus fort. Toujours est-il que ces dispositifs-là, à court terme, je pense qu'ils sont assez incitatifs, violents et faciles pour stabiliser le système. C'est pour ça que je vois plus la Fed partir sur ce scénario-là, et je pense que c'est assez intelligent finalement, de permettre d'un côté aux banques de se refinancer et de rassurer particuliers professionnels et d'augmenter l'accès à la liquidité, mais d'un autre côté de continuer le programme comme il était prévu de hausse de taux pour envoyer un bon signal au marché. Maintenant, ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais au moins, on a les trois scénarios, on a les trois signaux qui peuvent être envoyés au marché, et bien sûr, il faudra suivre. Il faut quand même savoir qu'actuellement, on est sur des moments qui sont assez inédits, qui n'arrivent pas souvent, des événements qui sont assez violents, et c'est pas le moment, et je vois plein de gens, et notamment en message privé, qui veulent se jeter partout, et qui paniquent, qui disent « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Acheter, vendre, etc. » Alors déjà, en temps normal, c'est pas ce qu'il faut faire, mais alors actuellement, il faut vraiment temporiser. Et j'ai eu beaucoup de questions pendant ce week-end, de gens qui m'ont dit « Ah, Crédit Suisse, on fait quoi ?» Mais en fait, on fait rien. On fait rien. On se pose, on regarde, on analyse. Quand on est investisseur ou trader, on n'a pas besoin d'être investi 100% du temps sur le marché. On peut avoir très bien une poche d'investissement long terme qui investit 100% du temps, et c'est OK, mais celle-là, elle ne va même pas changer de gestion avec ces événements-là. Et admettons qu'on trade, on n'est pas obligé d'avoir 100% de son capital investi à chaque instant, et on n'est pas obligé, dès le lundi matin à l'ouverture, surtout au moment où c'est les plus volatiles, et il vaut mieux d'ailleurs exécuter plutôt vers la fermeture que vers l'ouverture, parenthèse, vouloir cliquer à tout prix partout. Pourquoi, en fait? On a le temps. Et quand des événements sont extrêmement importants comme ça, il faut digérer, voir ce qui se passe, voir comment réagit le marché, voir comment réagit l'obligataire, etc. Donc, vraiment, et c'est pour ça que sur ces vidéos, je tente d'expliquer un petit peu les ramifications pour te faire comprendre que c'est pas un système qui est simple, tu vois, la finance. Parce que c'est mondialisé, qu'il y a des interventions extérieures, des forces extérieures, c'est pas que l'offre et la demande, c'est pas que les entreprises qui fonctionnent, etc. Non, il y a aussi des interventions extérieures. Et puis parfois, il y a des tremblements, comme là, avec le Crédit Suisse. Et puis en plus, par-dessus, et là c'est le plus gros risque, entre guillemets, on a la presse, et alors la presse grand public, je t'en parle même pas, mais même la presse spécialisée, même sur le terminal, il y a des grands titres. Et si tu te focalises sur les grands titres, sur les analyses au jour le jour du mec qui est juste en train de faire du sensationnel, tu passes à côté du truc, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était intéressant, par exemple, dans l'exemple dont on parle aujourd'hui, de shorter les bancaires au Crédit Suisse ou différentes bancaires il y a 5 mois, 6 mois, 8 mois. Mais pas aujourd'hui, pas en « Ah, ça baisse vite, je clique partout ». Non, c'est fini. All news. Un trader, là je parle vraiment aux traders, le but c'est de prédire ce qui va se passer, pas de suivre le mouvement. Parce que sinon tu sers uniquement de liquidité de sortie aux vrais investisseurs pour le coup. Et c'est valable pour les crypto boys également. Donc on a vu les scénarios de la Fed. Par contre maintenant, voyons les scénarios dont tout le monde parle. Première chose, donc les bancaires, ça y est, on en a parlé. Je vois mal la Fed revenir sur ses décisions de QE déguisé. Je vois mal le full système s'effondrer. Je crois pas du tout, comme d'habitude, aux catastrophistes. C'est pareil, tu vois, sur Crédit Suisse, à l'époque, tout le monde disait que ça allait faire faillite. Elle n'a pas fait faillite, elle a été restructurée. Tu vois, il y a une différence entre rachat, restructuration, mettre en place un plan opérationnel, puis il se trouve que on arrive pris à la gorge et puis c'est racheté par un concurrent. Ça n'est pas une faillite, tu vois, c'est pas la même chose. Donc pareil, je suis pas en train de dire qu'il se passe rien sur le secteur financier, je suis pas en train de dire qu'il se passe rien sur les bancaires. C'est important ce qui se passe, mais je vois pas tout le système se péter la gueule, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même très différent. Et pareil, tu vois, c'est le même parallèle. C'est-à-dire que Crédit Suisse, c'est pas Crédit Suisse explose, faillite, tout le monde est à la rue, les gens veulent couper des têtes. Non, c'est oui, bon, c'est racheté par un concurrent, mais à la fin, dans 3 semaines, plus personne n'en parlera. Ok ? Donc, je pense que voilà, le secteur bancaire, pour moi, est relativement solide. Oui, il va sûrement se passer des choses. Oui, il y a plein de banques qui sont un petit peu... Alors, j'avais fait un screener, etc. Mais ça va trop loin pour cette vidéo-là. On est sur YouTube. Je mettrai ça dans Money Game, encore une fois, pour les gens qui sont avec nous ou qui nous rejoignent. Oui, il est possible qu'il se passe encore des baisses, mais j'aime pas partir
là-dessus parce que pour moi, c'est old news. C'est-à-dire que pareil, c'était de l'investissement, du trading qu'il fallait faire avant. Bref, je pense pas que ça va se péter la gueule plus que ça au niveau des bancaires. En tout cas, je pense pas que l'intégralité du système va se péter la gueule. Par contre, dans ce qui est à venir, potentiellement, pareil, sans rentrer dans les détails et les noms spécifiques, je le mettrai dans Money Game. Là, je reste high level sur les secteurs. Je pense que les constructeurs américains, home builders, les constructeurs de maisons américains, n'ont pas encore été impactés par tout ça. Par la hausse des taux, par la baisse de la demande, par le resserrement des conditions financières. Je pense que les taux ne se sont pas encore répercutés. C'est le tout début là. De tout ce qu'on est en train de voir, c'est le début en fait des effets de hausse de taux. Ça fait plein de vidéos où je te dis, tu vas voir, les taux vont mettre du temps à se diffuser dans l'économie. On parle en années, on parle à minimum 8-10 mois, et on parle plus à 1 an et demi, 2 ans pour que ça se diffuse dans l'économie. Là, c'est les premiers effets qu'on voit. Les bancaires qui sont en galère, c'est les premiers effets des hausses de taux. Ça va continuer à se diffuser parce que les bancaires, elles ont des clients, elles ont des entreprises, elles ont des professionnels, elles émettent de la dette elles-mêmes ou elles aident à émettre de la dette de certains clients, etc. Et tout ça va tout doucement se diffuser. Ces entreprises vont avoir plus de mal, resserrement des conditions bancaires, etc. Et également, on a un effet sur la demande, avec peut-être une hausse du chômage qu'on n'a pas encore vue, etc. Peut-être une contraction importante de la demande au niveau des maisons et au niveau du logement américain. On ne l'a pas encore vu. Donc je pense que ça, c'est des effets qui restent à arriver. Et je pense que dans ce secteur-là, ça risque de prendre cher aux États-Unis dans les mois qui viennent. On pourra bien sûr surveiller l'emploi américain. Et il y aura aussi des idées d'investissement à prendre par rapport à ça, puisque aujourd'hui l'emploi est toujours très bon et les taux n'ont pas encore eu le temps de se diffuser jusqu'à là. On n'est pas du tout encore en situation de récession, alors que tous les indicateurs nous disent, et tous les indicateurs leaders nous disent qu'on va y être. Donc il y aura également des idées à prendre là-dedans, je les partagerai dans Money Game. Et le dollar. Alors le dollar à surveiller de deux façons. Un, à court terme. Si la Fed décide, comme on l'a vu, c'était où? C'était là. La baisse de taux en urgence, là, au secours, vite, quantitative easing, baisse de taux, tout va s'effondrer. Là, on va avoir des effets immédiats court terme sur le dollar, avec une baisse très importante du dollar. Qui dit baisse du dollar, dit hausse d'autres actifs. Ça peut avoir des effets qui sont quand même super importants, notamment sur les cryptos, notamment sur l'or, et notamment sur l'euro, par effet inverse. Et donc, qui dit sur l'euro par rapport au dollar, notamment sur les flux importation, exportation. Ok ? Première chose, effet court terme. Ça va être vraiment très soumis à ce qui va se passer là très rapidement. Pour moi, c'est un scénario qui est quand même, on l'a vu, assez faible. Par contre, on a les effets long terme sur le dollar, avec l'effet de rattrapage de la BCE qui est toujours en retard sur la Fed, mais c'est normal, et la Fed qui va arriver peut-être à un plus haut, et la BCE qui est en retard, qui va continuer à monter les taux, la Fed qui va commencer à baisser, et la BCE qui va baisser plus tard. Donc pareil, on aura finalement le même effet de rattrapage sur le dollar par rapport à l'euro, et donc avec ces effets potentiels qui peuvent arriver de façon retardée. Donc au sein de chaque finalement secteur ici, il y a des idées également à prendre, que je partagerai pour les Money Gamers. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe qui, pour moi, est encore aujourd'hui hors de portée, ou en tout cas hors de statistiques, et que j'ai pas du tout envie de voir arriver, je te le dis, qui est donc crise de la dette, donc baisse de taux en urgence, QE, retour du QE, etc., dans un contexte d'inflation, parce que les gars, l'inflation est toujours là, plus une récession qui arrive, parce que forcément, s'il y a baisse des taux, QE, etc., ça veut dire potentiellement, en plus que l'économie ralentit et qu'on est en train d'essayer de sauver les choses, tout ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la stagflation, et là, c'est vraiment le pire scénario. C'est-à-dire que on n'a plus de croissance, on a un chômage qui est important et qui augmente, et en même temps, on a de l'inflation. C'est la pire situation économique qui existe et on n'a vraiment pas envie de la voir arriver. Et c'est aussi pour ça, et je pense que la Fed, que le scénario 1, qu'on a vu ici, là, est également le moins probable. Tout simplement. Parce que la Fed n'a pas envie de voir arriver tout ça avec en plus l'inflation. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des difficultés bancaires, financières, etc. Et puis on peut le traiter d'un côté. Oui, il peut y avoir une récession, mais si en plus il y a de l'inflation et qu'en plus on a baissé les taux et que donc on ne peut plus augmenter les taux parce qu'on est pris en étau
les taux, haha. On est pris en étau entre le fait que il faut garder les taux bas parce que l'économie s'est pété la gueule, mais d'un autre côté qu'on a une inflation importante, mais qu'on ne peut pas monter les taux, on est bloqué entre deux chaises. En plus, en période de récession, on est bloqué dans la stagflation, et la bonne chance, ça va pas être marrant. Donc, j'ose espérer, et d'ailleurs ça sera un très mauvais signe si la Fed baisse les taux en urgence. Bien. Cette vidéo était un peu fouillée, mais c'était important parce que il se passe plein de choses. On fera un point de marché plus finalement conventionnel dans quelques jours. On va laisser parler Jérôme. Je voudrais, si tu dois retenir une ou deux informations, pour moi la première c'est quand tu as un doute sur un investissement ou un trade du genre là ce qui se passe sur Crédit Suisse. Ah bah oui, mais tout le monde en parle, machin, etc. En fait, pourquoi ? En termes d'opportunity cost, il y a 100 autres meilleurs trucs à faire. Tu vois, le marché, il est grand, les actifs, il y en a beaucoup, les instruments, il y en a des tonnes. Pourquoi aller là où il y a tout le monde, là où il y a toute l'attraction, là où il y a le plus de volatilité, là où il y a le plus de frais, là où il y a le plus de coûts, là où il y a le plus de possibles suspensions, rachats qui fait que ça baisse, ça gappe à la baisse, etc. Pourquoi en fait ? Alors qu'il y a tellement d'autres trucs à côté, c'est vraiment chercher le bâton pour se faire battre. Donc pose-toi cette question à chaque fois, rappelle-toi que le principe du trader pour le coup, et tous les gens qui font des allers-retours, etc., c'est pas de suivre la masse, c'est de prédire le futur, et en tout cas d'y être avant, et quand la masse arrive, c'est là qu'il faut sortir. N'agis pas en retard, fais en sorte de te couper de tous les grands titres de presse grand public, etc. Si c'est grand public, c'est trop tard. Et qu'est-ce que j'ai ? J'avais d'autres trucs que je m'étais notés. Ah oui, ah mais non, ce sera pour les money gamers, je suis désolé, mais j'ai décidé Voilà, il faut comprendre que sur YouTube, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on peut pas dire, et notamment dans le conseil, il y a des limites qu'on peut pas franchir. Et également, j'estime, et je suis le premier fier de ça, qu'il y a énormément de contenu gratuit et qualitatif sur cette chaîne. Peut-être que c'est une des chaînes qui en fournit le plus en francophonie, et j'estime que c'est assez, et que, tout simplement, si tu veux nous rejoindre, ça se passe là, ça se passe en dessous, ça se passe sur moneygame.fr, et tu arrives tout simplement dans notre communauté proche, et en plus tu vas voir que on parle d'1 € par jour, c'est-à-dire que le prix il est très bas, il est dérisoire par rapport à ce que tu vas trouver à l'intérieur. Donc au bout d'un moment, je trouve ça fair play tout simplement. On se retrouve dans le groupe pour les Money Gamers, et je te dis à très bientôt, la team, ciao.